Des élections organisées dans l'urgence pour un peuple qui est sous sanction, c'est quelque chose de compliqué, mais pourtant la démocratie a l'air d'être respectée tout de même. Oui, tout à fait. Cela dit, il y a eu beaucoup d'abstention, et cela parce que les Iraniens ne croient plus à la démocratie, ou au rôle en tout cas qu'est en mesure de jouer le président, puisqu'on le sait très bien, c'est le guide qui décide de la politique et non pas les présidents. Il y a déjà eu 2 présidents réformistes et il y a eu une grande déception de la population parce qu'ils espéraient que grâce à cela, il y aurait une levée des sanctions. Il y a eu la négociation d'un accord sur le nucléaire. Malheureusement, Trump y a mis fin et donc je crois que les Iraniens n'y croient plus beaucoup, malheureusement. Mais c'est quand même le signal qu'il y a une société civile et qui s'exprime et qui a envie d'autre chose que de ce régime théocratique qui réprime tous les opposants. D'ailleurs, Sylvie Berman, vous allez rester avec nous parce que vous avez assisté à presque toutes les réunions sur le nucléaire iranien et on reviendra là-dessus dans un instant. J'aimerais qu'on aille directement à Téhéran, sur place, sur le terrain, où justement les faits priment. Siabosh Ghazi, vous êtes le correspondant de RFI à Téhéran. Qu'est-ce qu'est le ressenti de la population? Est-ce que vous sentez un sursaut tout de même? Alors, c'est vrai que, comme cela a été dit sur le plateau, il y a une abstention très forte, même au second tour, puisque seulement 50% des électeurs iraniens ont participé au second tour de cette élection, après les 40% du premier tour. Donc, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Néanmoins, entre les 2 tours, il y a une mobilisation de cet électorat abstentionniste, donc, qui votait régulièrement pour les réformateurs, par crainte de l'arrivée au pouvoir de l'ultra-conservateur Saïd Khalili. Il craignait notamment, en particulier les femmes, un durcissement des règles vestimentaires, notamment en ce qui concerne le port du voile islamique. Le réformateur Pezeshkian a également promis durant sa campagne non seulement un relâchement, un assouplissement des règles sur le port du voile islamique, la police des mœurs, par exemple, et aussi, par exemple, sur l'Internet, il y a plusieurs réseaux sociaux, notamment le réseau X, qui sont interdits en Iran par les autorités depuis plusieurs années maintenant. Et il a également promis un nouveau dialogue avec l'Occident pour essayer de renouer le fil avec les pays occidentaux. Mais il est vrai que la question du programme nucléaire iranien qui avance à une très grande vitesse est un obstacle de taille. Les sanctions imposées par les Américains, mais aussi par les c'est également un obstacle. Et également, autre obstacle, c'est la politique régionale de l'Iran, notamment le soutien au Hezbollah, au Hamas et aussi au Yémen. Et tout cela ne sont pas décidés seulement par le président, mais aussi et principalement par le guide suprême ou encore les gardiens de la révolution. Donc, Massoud Pezeshkian a un peu les mains liées pour mener sa politique d'ouverture à la fois sur le plan intérieur, mais aussi extérieur. Merci beaucoup Siabosh Ghazi, correspondant de RFI en Iran. Lydia Roux, je me tourne vers vous parce que vous avez un peu regardé le profil de cet homme, profil assez intéressant tout de même. Qu'est-ce qu'il en dit dans vos recherches? Alors une chose est sûre, Margot, personne n'aurait parié sur lui il y a encore quelques mois. Il n'était pas vraiment une figure de proue parmi les camps des réformateurs, des modérés. Massoud Pezeshkian, 69 ans, il était jusqu'ici député. Son expérience au gouvernement, elle est assez limitée. C'est un chirurgien cardiaque de formation. Il a été élu ministre de la Santé entre 2001 et 2005. Et vous le voyez, il est renommé le docteur par les Iraniens. Il l'a donc emporté lors de ce second tour avec plus de 53% des voix face à l'ultra-conservateur Saïd Jalili. On parlait d'une abstention à près de 50%. Et comme pendant toute sa campagne, à peine élu, il a plaidé pour un Iran plus tolérant sur le plan social, davantage ouvert à l'accident, en déclarant « Nous tendrons la main de l'amitié à tout le monde. Nous sommes tous des habitants de ce pays. Nous devrions utiliser tout le monde pour le progrès du pays. » Alors, quelle est sa politique? Pendant toute sa campagne, il s'est qualifié de voix des sans-voix, sur la forme, en cultivant une apparence plutôt modeste, et puis sur le fond, bien sûr, en promettant de travailler à améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. Et même si c'est un homme qui est décrit comme très pieux, il dénonce le recours de la force
par la police des mœurs, chargée par exemple d'appliquer l'obligation du voile dans la rue. Déjà en 2022, il s'était élevé contre le manque de transparence des autorités sur l'affaire de Mahsa Amini. On s'en souvient, elle était morte en détention après son arrestation par la police qui lui reprochait d'avoir enfreint justement ce code vestimentaire. Et puis, autre preuve de son ouverture, Savioche Gazé en parlait, il souhaite assouplir les restrictions imposées à Internet dans le pays. Et vous le disiez, Lydie, sur le volet extérieur, il veut sortir de l'isolement et prône d'ailleurs une relation avec Washington. Oui, c'est ça. Nous ne serons ni anti-Occident, ni anti-Est. C'est ce qu'il a martelé pendant sa campagne. Comprenez, sortir de cet isolement tout en restant bien sûr proche de la Chine, proche de la Russie. Il a promis donc de négocier avec Washington pour la relance des pourparlers sur le nucléaire iranien, au point mort depuis 2018, depuis le retrait américain. Les habitants auront une vie plus confortable si nous parvenons à faire lever ces sanctions américaines. C'est ce qu'il promet. Et puis plus globalement, il promet le réchauffement des relations avec les pays occidentaux en rompant, honnêtement, on peut le dire, avec ses prédécesseurs. Mais dans les faits, eh bien, son impact il devrait être plutôt restreint puisqu'il a des pouvoirs assez limités. On le sait, il reste avant tout chargé d'appliquer les grandes lignes qui sont fixées par l'ayatollah Khamenei. Merci beaucoup Lydie Harouche. On va joindre tout de suite Thierry Coville. Vous êtes chercheur à l'Institut IRIS et vous êtes spécialiste de l'Iran. Est-ce que véritablement cette annonce de ce nouveau président réformateur est une bonne nouvelle ou comme on le disait sur ce plateau, eh bien Khamenei tient encore les ficelles et donc peu de marge de manœuvre finalement? Alors, il est vrai que d'après la Constitution de la République islamique d'Iran, c'est le guide qui définit les grandes orientations du pays. Mais il faut aussi ne pas sous-estimer la marge de manœuvre du président. Le président, c'est lui qui gère, on va dire, la boutique, entre guillemets, du pays au jour le jour. Et il faut se rappeler, par exemple, quand il y a eu la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, il y a eu beaucoup de tensions avec le guide. Donc ça dépend aussi de la personnalité du président et de sa capacité à discuter et négocier avec le guide. Donc je mettrai un petit bémol à comment dire, le fait que le président est complètement sans pouvoir. C'est pas vrai. Ça dépend aussi beaucoup de sa personnalité. Et justement, quelle est sa personnalité? On sait qu'il a eu des fonctions politiques. Est-ce qu'il fait partie d'un parti qui a tout de même critiqué, même au Parlement, le parti Tabriz, qui a critiqué ouvertement le pouvoir? Est-ce que lui était un peu leader de cette voie, justement, pendant les protestations en Iran? Alors, il a été vice-président du Parlement. C'est pas la figure la plus connue du mouvement réformateur, mais je pense que ce qui a fait que les Iraniens sont mobilisés quand même, il faut le rappeler aussi, même si le taux d'abstention est élevé, mais il y a eu 10 points de plus, je crois, à peu près de taux de participation entre le premier et le deuxième tour. Donc je pense qu'il y a une sincérité dans ses propos. Je pense qu'il est connu pour ça. Il n'y a pas de problème de corruption avec lui, ce qui en Iran est important et c'est très important pour les Iraniens. Et je pense que ce qui est aussi important, ce qui le distingue peut-être des candidats, des figures réformatrices précédentes, c'est qu'il n'a pas fait de grandes promesses. Il s'est concentré sur des points très précis, sur la question du voile des femmes, des meilleures relations avec l'Occident, moins de censure sur Internet. Et donc, on va dire, voilà, il n'a pas fait des grandes promesses, mais il a bien dit qu'il se battrait pour tenir ses promesses. Et c'est là où les Iraniens l'attendent, parce que vous l'avez dit, c'est fait qu'il y a une déception. Les Iraniens ont le sentiment que les leaders réformateurs précédents ne sont pas trop battus pour tenir les promesses dans le domaine politique et social. Mais justement, alors ce qu'il en ressort tout de même, c'est que ça reste un homme très pieux. Donc ça veut dire concrètement qu'en Iran, on peut être un homme très pieux et critiquer cette police des mœurs. Ah bah écoutez, vous ne pouvez pas faire de politique en Iran, c'est une république islamique, si vous n'acceptez pas le principe de Velayat Fari, donc c'est la supériorité du religieux sur le politique. Mais à l'intérieur de ce cas, d'ailleurs, le mouvement réformateur, vous avez des gens très pieux, qui est né à la fin des années 90. Ce qui a plu aux Iraniens, c'est qu'ils demandent l'évolution vers l'Iran, vers plus de démocratie, un état de droit. Donc voilà, c'est une lutte politique entre les réformateurs depuis la fin des années 90 qui disent
bon, on est une république islamique, mais il faut évoluer vers plus de démocratie, plus de liberté individuelle. Et les conservateurs, dont fait partie Saïd Jalili, qui dit non, il faut défendre d'abord les idéaux de la république islamique d'Iran, le voile pour les femmes, l'anti-américanisme, l'anti-Israël. Donc il y a quand même un affrontement politique, et c'est plus une question de qui est religieux et qui ne l'est pas en Iran. Restez avec nous, Thierry Coville, votre voix est précieuse. Lucas Manger, est-ce que ce sursaut du parti réformiste, c'est aussi parce que les sanctions commencent à se faire sentir un peu sur le terrain en Iran? Les sanctions, et pas seulement, et la colère du peuple iranien. C'est-à-dire que ce qui s'exprime là, parce qu'il y a quand même pas souvent de raison de se réjouir de l'actualité internationale en ce moment. Je trouve qu'il faut quand même, et j'abonde tout à fait dans le sens de Thierry Coville, se dire que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les Iraniens, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour les négociations entre l'Iran et les pays occidentaux sur le nucléaire. C'est quelqu'un qui est évidemment un homme très pieux, mais et Thierry Coville connaît ça beaucoup mieux que nous, mais la politique iranienne, c'est de la dentelle. C'est-à-dire qu'on va voir sur un certain nombre de nominations, parce que oui, le pouvoir est essentiellement concentré dans les mains du guide, mais le président a des pouvoirs, il a des pouvoirs de nomination. L'Iran, la politique iranienne est décidée par une succession, plutôt un groupe de conseils, et pas seulement par un gouvernement. Donc on va voir quelle est l'influence du nouveau président sur ces conseils, sur le fait qu'il va pouvoir ou pas influer sur, peut-être donner un petit peu moins de pouvoir aux gardiens de la révolution. Toutes ces micro-décisions que va prendre ce nouveau président dans les semaines et dans les mois qui viennent vont être très importantes pour les Iraniens, et notamment parce qu'il y a une crise sociale absolument majeure, une crise de la pauvreté en Iran, qui est une crise politique, qui est née avec le mouvement, plutôt dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté et l'incarnation, mais qui est l'incarnation de plein de problèmes iraniens. Donc, s'il arrive petit à petit à influer sur différents leviers du pouvoir, et notamment quand il dit, et c'est très important, quand il dit qu'il veut donner moins de pouvoir à la police des mœurs, c'est cette police qui enquiquine les femmes dans les rues de Téhéran, des grandes villes du pays, et enfin quand je dis enquiquiner, c'est un bien faible mot, qui parfois bastonne des femmes parce qu'elles sont pas suffisamment voilées ou avec du rouge à lèvres ou ce genre de choses. Si le président commence à dire qu'il va donner moins de pouvoir à cette police des mœurs, c'est un signal très fort envoyé aux Iraniens et particulièrement aux Iraniennes. Le terrain, toujours le terrain, Lucas Manger, on va se rendre d'ailleurs dans les rues de Téhéran et voir ce que la population dit juste après cette annonce. Nous avions vraiment besoin d'un président lettré pour résoudre nos problèmes économiques. Je ne ressens ni soulagement ni inquiétude. Tous ces candidats ne font que des slogans et lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils ne font rien pour le peuple. Avec M. Pézeskian, les sanctions seront levées. C'est une très bonne chose pour les gens.